Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Comme depuis le début du confinement, on se balade un petit peu partout dans le monde pour aller à la rencontre de gens d'improvisation. Et aujourd'hui, nous posons nos valises en Guadeloupe en compagnie de Cindy Richard. Alors Cindy Richard que je n'ai personnellement jamais rencontrée, mais avec qui on a pu échanger par l'intermédiaire justement de la page Facebook. Elle a commenté un live d'Impro Blabla un soir et on s'est dit « Ah tiens, il y a du monde qui nous écoute dans ce coin, de ce côté-ci de la planète. » Alors on s'est dit c'était l'occasion d'entamer la discussion. Alors bonjour Cindy, ça va bien? Bonjour, bonjour. Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça va très bien en ce jour ensoleillé ici sur notre île de Guadeloupe. Bah oui, c'est sûr qu'il fait plus chaud qu'à Montréal, on vous envie. Merci. Certainement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais, j'étais curieux de discuter avec toi et justement découvrir un petit peu le monde de l'impro guadeloupéen. Alors juste pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours en improvisation. Qu'est-ce qui t'a mené à faire de l'impro et qu'est-ce qui t'a mené à faire de l'impro, notamment en Guadeloupe? Alors, mon parcours d'improvisation, moi, je suis arrivée, enfin, plus je rencontre d'improvisateurs, plus je me rends compte que ce que je pensais être arrivé sur le tard, finalement, c'est pas le cas. Je découvre que l'improvisation théâtrale, alors maintenant, même si on le développe dans les écoles, les collèges, etc., souvent, on y vient un petit peu plus à la fac ou voire même adulte. Voilà. Et moi, c'est le cas. Je me suis mise à l'improvisation théâtrale à la fac. Ça faisait longtemps que je voulais faire du théâtre et j'ai rapidement, je viens d'Angers, dans le Maine-et-Loire, en France hexagonale. Et dans le Maine-et-Loire, il y avait la troupe des Zygomatiques, une troupe étudiante amateur. Et donc rapidement, dès ma licence 1, ma première année après le bac, j'ai intégré l'improvisation. Donc c'est comme ça que je suis venue à l'improvisation. J'ai eu le virus tout de suite, premier atelier, bon voilà. J'allais déjà voir leur spectacle aussi, donc de toute façon, je savais un peu à quoi m'attendre. Et les ateliers, voilà, on sait un peu comment ça se passe. C'est très ludique, c'est tout de suite la grande famille, etc. Donc j'ai fait partie des Zygomatiques plusieurs années. Et j'ai même été ensuite moi-même un peu coach. On était plusieurs comme ça à tourner, donc à moi-même animer des ateliers. Les Zygomatiques, c'est quand même une association qui a son petit succès, on va dire, sur la ville d'Angers et qui nous permettait comme ça d'avoir des spectacles mensuels. Donc du coup, on intervenait aussi dans des festivals étudiants. Enfin voilà, donc on avait notre petit QG où on jouait tous les mois et on avait notre public qui venait un petit peu chaque mois. Et puis après, on avait plusieurs espaces de jeu où on allait rencontrer d'autres publics. Et à chaque fois, grand succès, standing ovation. Non, je plaisante, mais en tout cas, voilà, c'était... Donc, ça a permis de toucher à plusieurs formats aussi que propose l'improvisation. Et ça, c'était donc le catch. On a pu faire quelques fois du catch, du match, du cabaret. Voilà. Et ensuite, ma vie professionnelle, puisqu'à côté, je suis psychologue clinicienne, a fait que je suis venue pour trouver un poste professionnellement en tant que psychologue clinicienne, m'installer en Guadeloupe. Et là, il n'y avait pas grand-chose. C'était un peu, voilà. Donc, il y avait une superbe comédienne et professeure de théâtre d'impro qui s'appelle Laure Philippe, qui proposait des ateliers d'impro. Donc, j'y suis allée. Après, quand ça fait plusieurs années que tu tournes avec une troupe, c'est un petit peu compliqué. J'ai la fusion, mais c'est pas la complicité, voilà, que tu as avec tes partenaires, même si c'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles énergies, des nouveaux joueurs. Mais du coup, j'avais plus cette complicité-là. Et puis, c'était souvent vraiment des comédiens qui commençaient l'improvisation. Donc, on a l'impression d'un seul coup d'être rapatrié 10 ans en arrière. Et ensuite, rapidement, en fait, moi aussi, je me suis lancée. J'ai monté mes ateliers ici. Et donc là, je suis la coach de la team, la troupe d'improvisation sur mesure. Pareil, ça fait 3 ans maintenant. Et moi-même, après, quand on devient coach, des fois, on n'est plus dans la pratique. Donc ça, c'est très frustrant. Et donc, j'ai monté ma compagnie théâtrale, la compagnie des îles aux ailes, avec les pronoms, afin de monter des longs formats d'improvisation, là, dans un premier temps. Et voilà. Donc,
que je suis venue à l'impro, que je suis venue à la fois en Guadeloupe et que je tente aujourd'hui par d'autres biais de la développer ici. D'accord, donc en fait, quand tu es arrivé, à part l'atelier que tu avais pris avec Laure, c'est ça? Il y Mhm. avait tout à construire au niveau de l'impro sur place. C'est ça. Ouais, il y avait tout à construire. Alors ici, on a aussi Gustave Parking, qui est un intermittent, hein, qui a fait la classe. Voilà, donc c'était une très vieille émission où ça a sorti des Jean-Marie Bigard, des Muriel Robin, enfin tous ces gens-là, ils sont sortis de la classe. Et donc il y avait Gustave Parking, qui est intermittent du spectacle ici, qui a développé un petit peu l'impro et l'impro appliqué. Mais il n'y a pas de rigueur comme ça à tenir un atelier hebdomadaire, faire des spectacles mensuels. Enfin voilà, donc ça, mais il y a quand même l'association Gua d'Impro où ça parlait quand même un petit peu d'impro. Donc tu navigues un petit peu dans ce milieu-là. J'imagine que ça reste un milieu assez restreint en termes de membres. Combien vous êtes d'improvisateurs à peu près? Je ne sais pas si Ah tu as bah une c'est ça, estimation. c'est ça. Tu vois là justement avec ma compagnie, donc la compagnie des îles aux ailes, j'ai pour projet de créer le tournoi guadeloupéen d'improvisation. Ça me ferait très plaisir de faire ça. Et ensuite, bah, un petit peu de prendre justement, bon, pas les meilleurs, j'aime pas ce terme-là, mais bon, oui, peut-être faire un tournoi entre équipes, mais aussi un tournoi peut-être individuel. Et puis, bah, ceux qui sortiraient parmi les meilleurs de ce tournoi, créer la Ligue d'improvisation. C'est un projet qui me tiendrait à cœur. Seulement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une équipe, le Bouillante Impro Club à Bouillante. Donc, la Guadeloupe, c'est 2 îles. Donc, il y a la Grande Terre, la Basse Terre. Donc, sur la Basse Terre, il y a le Bouillante Impro Club. Sur la Grande Terre, il y a donc la team. Et avec la coach de Bouillante, on a toutes les deux créé une nouvelle troupe, donc le groupe rocambolesque d'improvisation presque parfait. Vous voyez, vous êtes parmi nous un petit peu. Le GRIP, qui là est pile entre les deux, la Basse Terre et la Grande Terre, puisqu'il se situe à Petit-Bourg. Donc ça fait 3 troupes. 3 troupes. Donc moi, je suis à 16 élèves, donc 16 comédiens sur la team. Le BIC, ils doivent être une petite dizaine. Et le GRIP, ils doivent être pareil, à peine, je crois qu'on a 8 élèves cette année. Voilà. Donc, tu vois, on va dire qu'on est une toute petite trentaine d'improvisateurs sur la Guadeloupe. Quoi. Ça se développe quand même petit à petit. Tu Ça se vois, développe. On fait tout pour. Tu vois un potentiel là-dedans. Ouais. Et au niveau du public, est-ce qu'il y a une bonne réponse à ce niveau-là? Les gens connaissent ça, le théâtre d'improvisation? Là, pour le coup, il y avait quand même tout à faire. Donc, Laure avait forcément fait un petit peu les prémices, hein, puisque c'est elle qui a lancé le Bouillant Impro Club, justement. Donc, elle faisait comme ça des petits matchs. Et puis, donc là, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et après, avec la team, moi, ça me tenait à cœur, justement, rapidement, de faire des spectacles mensuels dans des lieux clairement identifiés, qui fait que les gens, ils le savent, en fait. Ils savent que chaque vendredi, enfin, 3e vendredi du mois, eh ben, il y a la team qui se représente à tel endroit, de telle heure à telle heure, afin de fidéliser comme ça les personnes. Donc maintenant, bah, nous, on a 2 lieux principaux qui sont notre salle, parce qu'on a la chance d'avoir une super salle avec une petite scène. Donc, je sais pas, on met à peu près 80 spectateurs dans notre salle, donc c'est quand même sympa. Et à chaque fois, on fait ça le compte, donc on est ravis. Donc, un mois, on fait ça dans notre salle. Et depuis cette année, maintenant, on fait aussi une fois par mois au Jarry Beach Restaurant, donc qui est en fait un restaurant qui fait du café-théâtre, et là, qui est en plein milieu de la Guadeloupe, donc qui permet de faire venir aussi les gens de Basse-Terre, parce que les gens ne traversaient pas forcément toute l'île pour venir à nos spectacles les vendredis soirs à Moule, ce qui se comprend bien. Donc là, bah, ça permet d'élargir petit à petit le public. Et l'année dernière, nous avons, vu que je travaille pour un centre culturel qui a une des plus belles salles de théâtre de la Guadeloupe, vraiment là, alors là, gradins, une belle salle, un plateau magnifique, des rideaux, tout quoi. Et bien, faisant partie du centre culturel de cette ville, notre spectacle de fin d'année, on a la chance de pouvoir le faire dans cette salle. Et là, bah, c'est une salle qui compte plus de 300 spectateurs. Donc, tu comprends bien que s'il y avait seulement nos 80 spectateurs mensuels, pour le coup, même s'ils sont très chaleureux dans une salle de 300, ça peut vite paraître pas grand-chose. Donc, il nous a fallu faire de la com, etc., etc. Et pour notre premier spectacle mensuel, où là, on a fait un maestro d'impro, du coup, parce qu'ils sont quand même 16 et le spectacle, il fallait qu'ils puissent tous le faire. Le spectacle de fin d'année, jouer sur cette très belle salle, donc il fallait trouver un format où ils pouvaient tous participer. On a fait un maestro d'impro, on a fait un peu de com. Et là, nous sommes arrivés, on a rempli à plus de la moitié de la salle. On était à 180 spectateurs quand même. Donc, on était ravis.
Donc, ça prend petit à petit. Je pense que ça commence à sensibiliser le public. Le public commence à être sensibilisé à l'improvisation théâtrale. Au niveau de l'offre culturelle, c'est assez diversifié sur l'île. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Ah, c'est compliqué quand même. Tu vois, le nombre alors, moi, je ne suis pas intermittente du spectacle, parce que voilà, je suis psychologue clinicienne et auto-entrepreneur, mais je côtoie le milieu de l'intermittence. Et il me semble qu'en termes d'intermittents comédiens, ils doivent être 7 ou 8 sur la Guadeloupe. Oui. Voilà, donc ça te donne une idée un petit peu de la difficulté de vivre du théâtre, du spectacle vivant sur la Guadeloupe, même si on a une scène nationale, on a une très belle scène nationale sur Basse-Terre, qui a à cœur de promouvoir les spectacles guadeloupéens avec plusieurs festivals. Néanmoins, c'est vrai que les salles manquent un petit peu déjà. Donc souvent, c'est dans les salles de cinéma, par exemple. Alors, on a le Ciné-Théâtre du Lamentin, on a donc la ville du Moule qui propose le centre culturel Robert Loison pour lequel je travaille, la scène nationale. Et après, souvent, c'est des petites salles, mais c'est des salles qu'il faut quand même payer relativement cher. Voilà. Donc ici, alors oui, il y a quand même, on a la chance d'avoir le Conte ici, qui est un petit peu les prémices du théâtre ici en Guadeloupe. Les anciens esclaves, les sages, voilà, faisaient des contes. Donc ça, c'est un peu, ça c'est super. Et ça se redéveloppe, j'ai l'impression, encore plus. Et c'est modernisé, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, donc c'est génial. Donc on a le conte, on a le ka, qui est le tambour, le tam-tam, mais ici on appelle ça le ka. On a la musique, la danse, mais en termes de spectacle vivant, en termes de théâtre, on sensibilise encore le spectateur, puisqu'ici, le spectacle est vraiment divertissant. On va au théâtre pour se poiler. Et donc, beaucoup de spectacles, malheureusement, ont tendance à être un peu en dessous de la ceinture pour être sûr de faire rire. Et dès lors qu'on propose autre chose, par exemple, ici, il y a une très grande comédienne qui s'appelle Isabelle Cancel, qui a fait un seul en scène sur l'histoire d'une Martiniquaise qui s'est émancipée au temps de la prohibition et qui est devenue chef de gang à Harlem. C'est une histoire vraie. Elle a fait un seul en scène sublime qu'elle a joué à Avignon. Eh bien, ici, elle peinait à faire venir les spectateurs dans la salle. Voilà. Donc, dès lors qu'on sort, mais il faut continuer le combat parce que le théâtre, ce n'est pas que, c'est transmettre des émotions. Et l'émotion n'est pas que la joie. Il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Donc, on essaie de sensibiliser les spectateurs ici. Tout comme moi, à travers l'impro, j'ai à cœur de former mes comédiens et leur dire qu'une très très belle improvisation dramatique au milieu d'un spectacle, ça peut être aussi sublime qu'une très grande improvisation très drôle. Donc voilà, donc on essaie de sensibiliser. Donc il y a des choses, mais il pourrait y avoir bien plus, voilà. Et justement, au niveau de la région, si je peux dire, avec les autres îles, L'arc antillais, on va dire. est-ce que vous avez des contacts? Tu sais s'il se passe des choses aussi au niveau du théâtre ou de l'impro dans ce coin-là? Alors c'est essentiellement parce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc ce sont deux petites îles au nord de la Guadeloupe. Là, non, il n'y a pas tellement de contacts parce que ça a beau être à, je sais pas, 20 minutes d'avion, ça coûte très cher. Donc, du coup, là, il y a un petit clivage. Par contre, avec la Martinique et la Guyane, là, oui, il y a des ponts qui se font, c'est-à-dire que les troupes de spectacles ici vont souvent jouer sur la scène nationale aussi de la Guyane ou de la Martinique. Il y a le Les Artichauts, qui est un festival de spectacles vivants amateurs qui est sur la Martinique, auquel nous devions participer, et avec la team cette année, et avec la compagnie des Îles aux Ailes. Bon, maintenant, c'est tombé en plein Covid, parce que pour ceux qui écouteront cette vidéo en 2072, nous sommes en 2020, et nous sommes en plein Covid-19. Donc, du coup, ce festival a été annulé. Mais voilà, il y a des passerelles comme ça qui se fait. Et puis, l'association Guadimpro, donc Gustave Parking dont je parlais tout à l'heure, une fois a fait venir des improvisateurs de Guyane aussi. Donc voilà, donc il y a des petites passerelles comme ça qui se fait. Ok, super. Ça a l'air tout un chantier, si je peux dire, en termes de potentiel de développement. Ça donne envie C'est ça. d'explorer. Ouais, ça peut être tantôt décourageant aussi, parce qu'on se demande dans quelle mesure cette nouvelle forme d'art théâtral est prise au sérieux aussi, quelquefois. Enfin, voilà. Donc ça, c'est tout à construire.
Là où, justement, par exemple, à Montréal, tu le dis, tout le monde connaît l'impro, c'est diffusé à la télé, moi je le sais, enfin voilà, bon, donc là on est à des années-lumière d'être diffusé sur Canal, c'est quoi, sur Guadeloupe Première ou quoi, la chaîne locale. Mais c'est aussi génial de dire qu'on a tout à construire et qu'on peut, enfin voilà, ça c'est aussi génial. Tu as mentionné plusieurs fois l'improvisation appliquée. Toi, je sais, donc tu as mentionné que tu étais également psychologue de formation. Tu es venu notamment en Guadeloupe pour un objectif professionnel. À quel point tu utilises justement ces préceptes d'improvisation dans ce que tu fais professionnellement? Alors du coup, maintenant, ça va faire 3 ans à peu près que j'utilise vraiment l'appro appliquée. Je l'utilise dans de très nombreux cadres. Moi, je suis salariée d'un cabinet de psychologie et du coup, j'interviens en institution. Donc, par exemple, j'interviens en milieu psychiatrique où là, avec les patients qui manquent cruellement d'estime de soi, ou pour fédérer aussi le groupe patient, etc. Je peux de temps à autre proposer des petits ateliers comme ça. Alors, est-ce que c'est de l'impro? Je ne sais pas. On va dire que c'est plutôt de la médiation théâtrale. Voilà. En l'occurrence, en revanche, lorsque mon cabinet propose des formations professionnelles, puisque nous sommes à la certification pour être organisme de formation. Donc là, on fait de temps en temps des interventions, par exemple des formations en EHPAD auprès des personnes âgées. Et donc, on forme les professionnels, par exemple, à la question de la sexualité des personnes âgées, des choses comme ça. Donc là, dans le cadre de cette formation, moi, j'interviens au moins une journée où on passe à travers le corps, on fait énormément de petits exercices de mise en situation pour travailler sur la cohésion de groupe et puis comment chacun se situe face à cette problématique, mais à travers des exercices du corps qui font que ça va lever des leviers pour que chacun libère aussi sa parole, etc. Et ensuite, en tant qu'auto-entrepreneur, là, je peux intervenir, faire du team building, intervenir, par exemple, pour la Croix-Rouge. Donc là, c'est proposer aussi de la médiation théâtrale où je me saisis énormément de l'improvisation auprès des personnes ici qui sont immigrées. Donc, pour tout simplement qu'elles faciliter l'intégration. Voilà. Je suis intervenue dans des collèges pour le décrochage scolaire, donc en proposant vraiment de l'improvisation théâtrale. Et puis, de temps en temps, j'interviens pour des entreprises pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le team building, voilà, la cohésion d'équipe, la construction de l'esprit. Voilà, donc ça, c'est plein de petits champs comme ça où je peux proposer de l'impro appliquée. D'accord. Et toi, donc, tu as commencé l'improvisation pendant que tu étudiais en psychologie, j'ai bien compris. Est-ce que tu savais que cet outil-là pouvait t'aider dans ce que tu allais faire professionnellement? Oui, alors de là à me dire un jour je ferai de l'impro appliquée, au tout départ, non. Par contre, je pressentais que cette pratique-là allait, moi, m'apporter énormément de choses, que ce soit en termes de confiance en moi, d'estime de moi, de relation à l'autre, de travailler sur ma bienveillance, mon ouverture d'esprit. Enfin, voilà, ça, c'était quelque chose. Parce que j'ai passé mon BAFA aussi pour être animatrice. Ensuite, j'étais directrice de colonie. Et dans ce cadre-là, déjà, je voyais un petit peu les ponts qu'on pouvait faire entre des jeux tout simple, et puis ce que ça apportait en termes de cohésion de groupe, etc. Et donc, quand je me suis mise à l'improvisation, là, à ce moment-là, j'ai vite découvert. Mais quand j'ai eu ce virus-là, je me suis dit, si un jour je peux faire ça, ce serait génial. Mais lorsque je me suis rendue à mon tout premier atelier d'impro, je mentirais si je disais que j'y allais à but de ensuite m'en servir dans ma pratique professionnelle. J'y allais avant tout pour un épanouissement personnel. Donc finalement, c'est de commencer toi-même par tester les outils inconsciemment peut-être. Et au final, maintenant, tu arrives à le faire de manière consciente, totalement. Oui. Et puis, vraiment, le plus beau quand tu es, on va dire, transmetteur de l'improvisation théâtrale, parce que je ne sais pas si on peut dire professeur, voilà, donc je préfère, en tout cas, coach. Enfin, voilà, moi, j'aime bien cette idée de transmission. Voilà, je suis dans... Voilà, je leur dis toujours, mais je ne suis pas du tout meilleure improvisatrice que vous. Je vous transmets seulement ce que je ressens ou les exercices que j'ai, voilà, mes outils, etc. La plus belle chose qu'on peut voir, c'est quand une chenille devient papillon. Que quelqu'un vient en disant alors moi je viens là, c'est pour m'aider un peu parce que je suis un peu timide, un peu introvertie.
et qu'au bout de quelques ateliers, ou des fois ça prend plus de temps, quelques semaines, quelques mois, ou bref, et qu'au bout d'un certain temps, cette personne, c'est celui qui est leader sur les impros, qui y va, qui n'a pas peur du ridicule, qui fait des personnages, qui fait ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, quoi. Donc si ensuite on peut transmettre ça, cette expérience, parce que justement on arrive à faire des liens entre, ok, je comprends pourquoi lui à un moment donné, là cet exercice-là, ça a déclenché ça chez lui. Bah, si cette transmission-là, on peut la transmettre aux aidants dans nos institutions ou aux élèves en difficulté, ou voilà, bah, c'est génial, quoi. Donc moi je m'épanouis à 10 000% d'aller aider les aidants grâce en partie à l'improvisation théâtrale. C'est super intéressant, puis même comment dire, ça réchauffe un peu le cœur parce que on le sait, là, enfin, pour ceux qui font de l'improvisation, on le sait les bienfaits que ça apporte et que ça peut apporter aux gens qui découvrent encore cette discipline-là. Dans tes études en tant que telles, est-ce que tu avais fait un genre de recherche sur les liens entre justement le domaine de la psychologie et de l'improvisation? Eh ben, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça a été très, très laborieux pour moi, mes études de psychologue. Ça a été très difficile de faire un mémoire. Voilà, c'était, oh là là, pour moi, c'était, tu vois, j'en ai presque de l'eczéma et de la réaction épidermique d'en reparler. Non, mais t'inquiète pas. Et aujourd'hui, il y a Mathieu Ancelin, qui est conférencier en France hexagonale, mais qui a la chance de voyager justement grâce à ça, qui est psychologue également et qui, lui, travaille alors avec des thésards, etc., sur justement les bienfaits de l'impro. Parce que là, nous, on en parle, on en est témoin, si tu veux, mais effectivement, il n'y a rien de scientifique. À aucun moment, moi, je vends mes prestations dans les sociétés en disant je vous garantis qu'avec l'improvisation théâtrale, vous aurez une super cohésion d'équipe, vous aurez des personnes qui sont… Non, en fait, il n'y a rien de scientifique. C'est juste qu'on l'observe. Mais voilà. Et donc, lui, il essaie de scientifiser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, de rendre un peu plus… d'expertiser un petit peu l'improvisation théâtrale pour qu'ensuite, justement, on se dise les bienfaits qu'on constate depuis des décennies, on sait un petit peu plus pourquoi. Et qu'on puisse après parler en termes justes et pas juste en termes d'hypothèse. Parce qu'aujourd'hui, on émet l'hypothèse que si on va plusieurs heures dans cette équipe, à la fin, normalement, on pourra constater une amélioration de la cohésion d'équipe. Mais en fait, voilà, ce ne sont que des constats aujourd'hui. Donc en fait, au final, il existe encore très peu de recherches scientifiques qui prouvent ces bienfaits-là. Exactement. J'avais lu quelques articles justement sur les liens entre les zones actives du cerveau droit et la pratique de l'improvisation, quel lien on pouvait en faire. Est-ce que toi, avec les patients ou les prestations que tu peux donner, il y a certains aspects qui font des liens directs avec ce que tu as pu étudier justement ou ce que tu connais dans ton domaine spécialisé? Disons que moi, c'est plus en termes d'inhibition. Je veux dire que ça va soulever des leviers. Le travail sur tout ce qui est estime de soi. Alors, si je vais vraiment en termes de psychologue, voilà, il y a plusieurs topics comme ça, freudiennes. Bon, alors, tout le monde sait conscient, préconscient, inconscient. Et après, il y en a une autre, c'était le ça, moi, sur moi. Donc, pour vulgariser, le ça, par exemple, c'est tout ce qui est règles, interdits, etc. Le surmoi, c'est un petit peu le foufou. Et le moi, c'est celui que je suis, quoi. Bon, voilà. Donc, si on vulgarise un peu, il y a des personnes qui ne vont être régies que par le ça. L'interdiction, voilà. Ils sont très inhibés, ils s'interdisent tout, etc., etc. Eh ben, peut-être que oui, on peut. Moi, ce que je peux constater, c'est que des fois, la pratique de l'improvisation théâtrale vient renforcer comme ça un petit peu un côté un peu narcissique, donc comme si son moi gonflait un petit peu, afin que le ça, on dise allez, laisse-moi tranquille, quoi, et je laisse un peu plus de place à mon surmoi. Donc en tout cas, si on parle plus pour que le plus grand nombre nous comprenne, c'est qu'on va développer la créativité des uns et vraiment travailler sur le lâcher prise, qui fait que voilà, ça va venir à un moment donné aussi être valorisant en termes de narcissique et de construction du moi, quoi. Voilà, je ferai des liens un petit peu avec ces théories-là, quoi, mais je vulgarise. C'est super intéressant. Et toi, en tant qu'improvisatrice, quand tu es sur scène, est-ce que c'est des choses que tu as dans le coin de la tête en te disant ah bah tiens là c'est plus mon je veux pas mentionner ces notions-là sans vraiment savoir exactement ce que c'est, mais est-ce que tu te dis ah, là je suis plus dans la retenue, là je suis plus
Alors de moins en moins, parce que plus on pratique l'impro, plus on se rend compte qu'on a tout intérêt à aller vers l'inconnu et prendre des risques. Mais ça peut m'arriver de temps en temps, je sais pas, un nouvel improvisateur qui vient et puis qui va aller, je sais pas, par exemple, je fais la, la femme de ménage de son palace, etc. Et puis qui d'un seul coup me dit, allez-y, Teresa, couchez-vous sur le lit que je vous prenne tout de suite. Bon, bah là, je sais que Cindy, intérieurement, voilà, mon ça, il va faire, mais non, enfin, t'es pas une fille facile, voilà. Mais l'improvisatrice sait que, bon, après tout, accepte. Le public sait que ce n'est pas toi, que tu es personnage et que que c'est pas parce que tu joues la fille facile sur l'impro que tu l'es dans la vie. Donc voilà. Mais au début, on a tous des mécanismes comme ça et c'est parce que il y a, c'est ce que voilà, euh, c'est ce que disent les théoriciens de l'impro. Voilà, quand vous venez à un atelier ou sur une scène, laissez votre propre veste au vestiaire et ouvrez-vous le champ des possibles. Mais de temps en temps, il y a toujours des comédiens qui vont nous faire des propositions où on sent que dans un premier temps, ça se rigidifie un petit peu. Bon, bah ça, c'est la personne qui prend cette proposition avec son être à elle, quoi. Et bon, il faut laisser qui on est au vestiaire et accepter toutes les propositions. Ça vient de moins en moins, justement. Je laisse libre cours au lâcher-prise et à la créativité. Et est-ce que tu as eu déjà ce sentiment de déformation professionnelle ou en sortant d'une impro ou même d'un de tes élèves à faire presque une analyse je sais pas, de l'inconscient, de qu'est-ce que ça pourrait révéler dans sa personnalité ou dans la tienne? Alors, quand je suis sur scène, jamais. Je suis vraiment juste dans l'impro, dans le kiff. Mais alors, quand je suis professeur, ou en tout cas coach, transmetteur, là, oui, j'essaie quand même d'identifier un petit peu les personnalités de mes élèves, de savoir quelle est leur demande. Voilà, pourquoi ils viennent faire de l'impro. C'est pas du tout la même chose celui qui vient pour se performer dans ses capacités de comédien que celui qui vient pour travailler sur son lâcher-prise, que celui qui vient pour travailler un petit peu sur sa confiance en soi, etc. Donc, dans mes retours, peut-être, même si j'essaie toujours d'être au maximum dans la bienveillance, je ne vais pas valoriser peut-être les mêmes choses chez les uns et chez les autres parce que je sais que lui, il a besoin qu'on le valorise à cet endroit-là précisément, alors que lui, il a plus besoin qu'on le valorise. Enfin, je sais pas, par exemple, elle, on va la valoriser sur « mais c'est bien, tu as osé prendre un accent, mais c'est génial ». Enfin, voilà. Et l'autre, s'il vient pour travailler sur sa technique de comédien, on va dire bon, bah, toi, voilà, super, lâcher prise. Par contre, ton articulation, voilà. Dans les retours, en fonction de ce qu'ils viennent chercher, et puis les fragilités aussi, quand tu sens qu'il y en a qui sont susceptibles, etc., bah, tu vas reformuler, tu vas pas parler de la même chose. Donc ça, ma casquette de psy permet peut-être d'éviter certaines maladresses, peut-être quand on fait pas attention, mais après, c'est de l'empathie, en fait, envers l'autre. Donc, la question était vraiment de savoir à quel point ça pouvait parfois révéler certains comportements, la façon dont on joue sur scène, les patterns presque qu'on développe dans nos personnages récurrents pouvaient avoir une signification en termes de… Ah oui, dans ce sens-là, c'est parfois flagrant. Donc, Ouais. je me garde pour moi mes propres interprétations, puisque ce ne sont que des interprétations. Mais c'est sûr que les personnages refuges viennent forcément dire quelque chose quand même du comédien derrière. Moi, j'ai une élève qui est avec moi depuis 3 ans. Ça a été son émancipation en tant que femme de faire de la pratique théâtrale et notamment de l'impro. Donc, c'est génialissime de découvrir ça. Et elle est professeure de musique dans la vie. Et un personnage refuge qu'elle a, c'est de faire soit la musicienne, soit le professeur de musique. Donc, on voit bien que dès lors qu'elle est un petit peu là dans l'angoisse, une situation, une impro qui lui échappe, ça va la rassurer. De toute façon, ça sert à ça, les personnages refuges. Hein. Voilà, ça va la rassurer que de faire une prof de musique. En plus, tous les copains connaissent son personnage refuge. Donc, pour les copains aussi, c'est un repère. Enfin, voilà, ça, c'est des… Donc, ça… Voilà, donc oui, on a tous dans nos personnages refuges, ça vient dire quelque chose de nous, c'est sûr. Et ça, je garde pour moi. Oui. Je ne vais pas leur partager. Ils ne viennent pas en atelier hebdomadaire pour une analyse clinique. Mais ça pourrait. Mais justement, quand tu parles d'analyse clinique, est-ce que tu as déjà, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs en ce moment, mais tu pourrais parler presque d'art-thérapie avec l'improvisation? C'est quelque chose que tu as peut-être déjà abordé ou Alors non, absolument pas. Mais je pense que ça existe. J'imagine que ça existe. Et je suis convaincue que oui, l'improvisation théâtrale est un média comme un autre, comme la peinture, comme le jeu, comme la musique, comme le chant,
Et donc, je suis persuadée qu'un art thérapeute pourrait se servir de l'improvisation théâtrale comme de son média pour faire de l'art-thérapie. Donc moi, c'est pas le cas. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure ça. Je pense que ça existe, mais par exemple, si moi demain je me dis tiens, bah après tout, j'adore ça, donc je vais aussi encore aller plus loin et je vais me lancer dans l'art-thérapie avec l'improvisation théâtrale. Eh ben, il faut des tuteurs, il faut, tu vois, je ne saurais pas du tout auprès de qui me tourner parce que je ne sais pas du tout qui pratique ça. Laissez-nous d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui dit mais si, il y a un tel et ça existe là, 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 eh ben voilà, renvoyez-nous l'information avec plaisir. Je t'avais également croisé récemment sur une conférence en ligne de Julien Mallet-Cosson, qui est un improvisateur, lui, de Strasbourg, je crois, qui parlait justement du langage non verbal appliqué à l'improvisation notamment. Tu t'y connais un petit peu dans ce domaine-là en termes de... Justement, il parlait de langage verbal, langage non verbal et paraverbal. Est-ce que toi, c'est quelque chose Ouais, que tu alors, maîtrises et que tu utilises également dans tes pratiques? ça me fait marrer parce que d'ailleurs, quand je suis arrivée sur ce. Moi, je pensais que c'était un Zoom comme là, nous deux, mais avec 30 personnes, quoi. Donc, moi, au début, j'arrive, je papote, je parle sur le chat et tout, puis je commence à avoir des mais chut, arrêtez de polluer le chat et tout. Ah, mais c'est une conférence. Mais effectivement, le titre, c'est conférence. Donc, oui, Julien va parler, on va l'écouter. Mais au début, j'étais complètement à la masse de ça, donc c'est pour ça. Puis après, je me suis saisie du chat seulement pour donner des informations complémentaires à ce qu'il pouvait dire, mais voilà. Au début, je devais être très agaçante parce qu'en fait, j'avais pas compris le cadre du truc, mais bon, c'est pas grave. Et donc oui, la communication non verbale, ça fait partie des premiers outils, j'ai envie de dire, pour lesquels je fais du lien entre l'impro appliqué et mes formations. Je sensibilise, notamment quand j'interviens là pour une association qui propose de la psychabox. Alors en fait, ça consiste à faire des simulations de petits combats d'1 minute 30 où on fait juste des touches. En fait, bon, on fait monter une situation de tension pour voir comment la personne se positionne justement face à une situation de conflit, de tension. Et comment elle va prendre l'espace dans son corps. Est-ce qu'elle fait monter la violence parce qu'elle est genre, je caricature, mais allez, viens, là, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, viens, ou si elle s'écrase, ou si elle s'effondre, ou voilà. Donc c'est un outil aussi de médiation, ça. Et cette association me propose, elle fait ses formations, de venir donc tourner d'impro appliqué. Et là, c'est vraiment pour travailler sur la question de la violence institutionnelle, le rapport que les personnes ont avec leur propre violence. Et donc là, dans ce cadre-là, je passe énormément par la communication non verbale, puisque lorsque notre cerveau lorsque l'on est en train de vivre une émotion à 10 000%, voilà, il y a le cerveau cortical, le cerveau limbique, après il y a toutes ces questions-là. Et en fait, c'est juste scientifique, ça pour le coup, notre cerveau n'est plus en mesure de traiter les informations qui sont de l'ordre de la communication verbale. Donc, il faut passer par le paraverbal et le non-verbal, qui sont là des informations qui peuvent être traitées par une personne qui, en face de nous, a juste envie de nous exploser la tête. Donc c'est pour ça que je sensibilise effectivement les professionnels qui travaillent en centre éducatif fermé, par exemple, ou en milieu carcéral. Voilà, là, je les sensibilise à la communication non-verbale. Voilà. Parce que des fois, les éducateurs en centre éducatif fermé, ils vont être dans le blabla avec leurs jeunes qui sont en train de complètement là, de défoncer les poubelles ou de taguer les murs ou de défoncer les murs et tout. Ils vont être là, ah mais enfin, mais non, mais tu sais bien, je sais bien hein, que c'est parce que tes parents ils sont pas venus, t'es déçu, mais en même temps tu sais que dans le règlement intérieur c'est interdit, tu vas être sanctionné. Enfin, des trucs très presque hypothético-déductifs, quoi. Des trucs, tu as fait ça, donc tu vas avoir ça. Mais le cerveau, il ne traite pas ça, l'information. Vraiment, des fois, ils me disent, mais de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Mais oui, en fait, je ne sais pas si c'est qu'ils ne vous écoutent pas, mais en tout cas, ils ne sont pas en mesure d'entendre ce que vous dites. Donc, il ne faut pas passer par de l'argumentation, il faut passer par de la communication non verbale, vraiment des choses qui vont être captées, quoi, visuellement ou de l'ordre de l'audition, etc. Et qui vont être traitées par le cerveau limbique. Et une fois qu'on a redescendu, rééquilibré un peu entre le cerveau cortical et le cerveau limbique, alors à ce moment-là, on peut repasser par l'argumentaire verbal. Et voilà, donc oui, la communication non verbale, c'est quelque chose dont je me saisis pleinement. Mais j'ai encore beaucoup à développer de ce côté-là, mais j'ai quelques bases qui me permettent de les sensibiliser, en tout cas, à la base de la communication non verbale. Donc, en gros, c'est vraiment cette démarche qui permet de saisir mieux l'information, de mieux la traiter pour pouvoir mieux y répondre en quelque sorte. Si je comprends c'est ça. Et ça,
quand on parle de jeu même d'improvisation sur scène, à quel point ça peut être justement transposable, selon toi? Bah, je pense que quand tu as ces notions-là, soit tu choisis d'être dans un jeu très réaliste et du coup, bah, ça peut te servir, soit au contraire, parce que tu as cette notion-là, tu vas pouvoir détourner le côté réaliste pour faire une exagération qui va aussi apporter le côté comique sur une improvisation. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être intéressant et puis ça peut être surtout intéressant pour le comédien de savoir que quand je fais ça, le public, lui, comprend ça. Quand je fais tel geste, je renvoie ça au public. Donc après, forcément, il y a une forme, ça fait partie des outils possibles à développer quand on est comédien, que de savoir qu'en termes de communication non verbale, quand je fais tel geste, possiblement, l'interprétation collective va avoir tendance à imaginer telle chose ou telle chose. Et comme disait Julien justement dans sa conférence, c'est pas une science exacte non plus. Ça peut être soumis à plein d'interprétations, mais le fait d'en être conscient, comme tu le mentionnes, ça peut être une valeur ajoutée énorme dans le jeu. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il n'y a qu'à prendre par exemple la colère. La colère, si je te demande de me faire une interprétation caricaturale de la colère, on va avoir tendance à crier, à parler très fort, à faire des grands gestes, à peut-être serrer les poings, la mâchoire, etc. Ça, c'est quelque chose d'archétypal. Mais il y a quelqu'un qui peut être profondément en colère et à deux doigts de basculer dans un passage à l'acte terrible, alors que dans sa communication non verbale, il n'aura rien laissé transparaître de sa colère intérieure. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de science exacte en termes de communication non verbale. Voilà. Chacun, oui, laisse transparaître ses émotions à différents degrés en fait. Il y a des archétypes qui sont perçus par tout le monde. Je sais pas, quelqu'un qui a gagné au loto, on va l'imaginer, position ouverte, ascension, geste ascendant du bas vers le haut, un sourire rayonnant, geste d'ouverture, voilà. Mais quelqu'un peut gagner à l'euro million et puis être là, ouais, c'est cool. Et puis intérieurement, il est dans la joie, hein, il est heureux le mec, mais il laisse rien transparaître de ça d'une manière très archétypale, quoi. Mais au final, c'est une question aussi de maîtriser les codes et les références que le public pourra assimiler plus facilement et justement l'atteindre plus directement, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en tant que comédien, on va plutôt justement aller vers l'archétype si on veut être sûr que le public comprenne que là, je fais un personnage en colère, là, je fais un personnage anxieux, là, je fais un personnage triste. Mais c'est justement quand on connaît ces archétypes-là que on peut aller à l'encontre. Et tu vois bien, quand je t'ai fait le gars qui gagne au loto et puis tu fais ouais, c'est cool, bah, c'est aussi parce que je sais que je vais à l'encontre de ce que le public attend que je vais le faire rire. Donc, au contraire, je ne vais pas dans l'archétype et je le prends. Au contraire, je le contrebalance et c'est ce qui fait que je suis drôle. Mais c'est parce qu'à la base, j'ai bien conscience que là, le public attend à ce que je fasse j'ai gagné au loto, super. Et que si à ce moment-là, au lieu de répondre à son attente première qui serait de j'ai gagné au loto, super, et que je fais oh tiens, j'ai gagné au loto. Oh, c'est ouais, bon. On mange quoi ce soir? Eh ben voilà, le public va peut-être encore plus rire parce que je le prends à contre-pied. Tu vois? Mais Et ça, pour faire le contre-pied, il faut bien avoir l'archétype en tête. Mais c'est super parce que c'est des mécanismes qui nous paraissent évidents, que même qu'on assimile de manière naturelle quand on commence à jouer, quand on commence à faire de l'impro ou de l'humour. Mais le fait de poser ces notions-là, comme tu le fais, je trouve ça super pertinent. Et encore une fois, dans une démarche d'analyse, ça peut être extrêmement à la fois valorisant, mais aussi pertinent à réutiliser dans la transmission, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Ah bah ça, le travail de coach, pour ça, pour moi, ça fait partie des choses qu'on doit être en mesure de soulever. C'est-à-dire, on ne doit pas juste là à se marrer et dire ah ouais, c'était drôle. Non, pourquoi c'était drôle? Ah bah parce que là, le public s'attendait à ça et tu nous as pris en contre-pied. Est-ce que tu as eu conscience de prendre le contre-pied? Oui, super. Non, ah, donc je vais t'inviter à essayer de conscientiser que tu l'as fait pour pouvoir le refaire. Et pas juste c'était un coup de peau, quoi. Et voilà, ça c'est le travail du coach que de valoriser. Bah, là, c'était une superbe émotion, là, c'était une super construction d'histoire, là, c'était drôle, oui, pourquoi, comment, et aider ces comédiens à prendre conscience de ces mécanismes-là aussi, quoi. Mais j'adore cette notion de prendre conscience, comme tu dis, c'est moi quand je coach ou que je donne justement des ateliers à mes jeunes notamment, le fait de leur dire de prendre conscience d'eux-mêmes, de l'espace, de l'environnement autour d'eux, c'est primordial pour pouvoir justement continuer à évoluer. Donc je suis contente de l'entendre dire ça. Ah bah oui, et puis
Tu vois, je suis aussi le GRIP, en l'occurrence, donc celui qui réunit un peu la Basse-Terre, la Grande-Terre, qui est en plein milieu. Ce groupe-là, on l'anime dans une école de théâtre qui, depuis, je ne sais pas, je crois que ça fait 12 ans qu'elle existe, cette école, voire plus, fait vraiment du théâtre classique, à texte, enfin classique, c'est pas du tout péjoratif, à texte, théâtre à texte. Elle fait des superbes choses, c'est une superbe école qui, pour le coup, est connue en Guadeloupe. Et depuis 2 ans, on a ouvert un atelier d'improvisation dans cette école. Et donc, il y a toujours des gens qui viennent au théâtre et puis qui sont alors, on est tous singuliers, on est tous uniques dans notre façon d'être au monde, mais il y a quand même des personnes qui sont des personnages dans la vie tout le temps, qui sont très lunaires, qui répondent toujours à côté, qui ont peut-être des difficultés dans l'apprentissage de texte, donc qui vont, voilà. Et il se trouve que nous, on a eu comme ça des personnages, personnages qui sont venus à l'atelier d'impro, qui, en théâtre classique, pouvaient être mis à mal parce que, pour le coup, ils étaient plutôt peut-être atymiques. Donc, athymie, c'est quand justement tu laisses plutôt transparaître aucune émotion. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui te traverse en termes d'émotion. Donc, tu vois bien que quand tu fais du théâtre à texte et que là, on te demande d'interpréter la colère et que tu n'y arrives pas, qu'on te demande de là d'être triste et que tu n'y arrives pas et que du coup, c'est compliqué. Alors, ça met des super choses au travail. Ça ne veut pas dire que ça ne te met pas au travail, mais en tout cas, le comédien, il se dit, mais j'y arrive pas. Et puis les autres partenaires, des fois, ils peuvent te prendre en grippe parce qu'ils ont l'impression que tu leur donnes pas correctement la réplique. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et on a eu comme ça des personnages qui sont venus en impro et qui font que cette singularité-là, d'être complètement lunaire, d'avoir ce temps de latence entre ce que le copain te dit, où tu sens que lui, il a besoin d'analyser ce qu'il a dit avant de faire sa réplique. Donc, il y a une latence énorme dans l'impro entre deux phrases, fait que cette personne-là, elle est drôlissime sur scène en théâtre d'impro. Et ça, c'est génial en tant que coach de venir valoriser ce qui peut par ailleurs, des fois, être source de moquerie, être source que la personne est mise à mal. Et ça, moi, c'est quand j'ai ça, mais je me frotte les mains de venir dire mais bravo, tu étais drôle, c'était génial. Et la personne, au début, elle sait pas trop pourquoi. Et parce qu'elle va prendre conscience que c'est vrai que oui, moi j'ai besoin de bien être sûre d'avoir compris ce qu'on m'a dit avant de répondre. Surtout ne change pas ça parce que c'est ce qui fait que toi t'es drôle, quoi. Et que moi, en tant que prof d'impro, jamais je te demanderai de répondre du tac au tac. Si ça vient, tant mieux. Et si ça vient pas, sache que toi ça te rend drôle et c'est génial, quoi. Et ça, c'est super. C'est super d'avoir. Donc voilà, que chacun prenne conscience de ses forces et de ses faiblesses, c'est aussi notre rôle de coach, quoi. C'est ça, l'utilisation de l'impro permet énormément de développer cet aspect-là. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet outil. Donc, encore une fois, je suis très content à chaque fois que je discute avec des gens qui font ce métier-là aussi, ça revient souvent. Et moi, à chaque fois, ça me remplit, ça me réchauffe le cœur, on va dire. Donc, ouais, et puis nous, personnellement, alors moi, je vais avoir tendance à avoir une structure un peu obsessionnelle dans ma façon de fonctionner. Voilà. Donc, au début, en tant que coach, des fois, je me rends compte que je pouvais être peut-être un peu rude, justement, parce que je faisais un exercice pour travailler telle notion. Et puis, toi-même, tu sais, tu vas proposer cet exercice, puis les élèves, ils vont te le prendre et ils vont te l'emmener ailleurs, etc. Peut-être au début, j'avais tendance à ramener à la consigne initiale, tu vois. Alors, toujours avec bienveillance, mais leur dire, bon, c'est super ce que vous proposez, mais j'aimerais… Voilà. Et puis maintenant, je laisse plutôt aller. Puis je dis, bon, c'est parti en vrille, là, mais alors, du coup, ça a dû mettre ça au travail, puis ça, et puis c'est pas grave. Et donc, moi aussi, j'ai appris énormément, et en termes de tolérance, même si je pense que, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que de base, je suis quand même plutôt quelqu'un de tolérant, mais j'apprends à l'être encore plus de jour en jour, etc. Dans la bienveillance, je développe à fond ma bienveillance. Et puis, j'apprends sur moi, je te dis, ce côté obsessionnel où j'ai pu, non, finalement, aller, moi aussi, dans mon fonctionnement de coach, apprendre à lâcher prise. Et donc, nous aussi, on est enrichis de jour en jour avec cette pratique, quoi. C'est ça, au final, on en bénéficie autant que nos élèves Exactement. Dans la pratique. C'est génial. Exactement. Je voulais revenir, le temps avance vite, dis donc. Mais tu vas nous couper, c'est pas grave. C'est passionnant. Ce que je voulais savoir, tu as parlé
tout à l'heure de certaines situations parfois un petit peu intenses en termes de justement travailler avec des gens qui pouvaient être dans des situations de violence justement ou autres. Est-ce qu'à travers la pratique de l'impro appliquée, tu as pu déjà faire face à des situations de résistance ou des gens qui ne voulaient pas utiliser cet outil un peu trop ludique ou et justement Dans le cadre de mes formations, effectivement. Après, alors déjà, en centre éducatif fermé, bon, les jeunes, au début, forcément, c'est quoi ça? Gna, 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 gna. Bon, ça va. Maintenant, on a des mécanismes pour les leviers pour désamorcer tout ça, des résistances initiales. Mais dans le cadre de mes formations, bah, ça aussi, j'ai appris à accepter la critique, à me dire, et j'ai trouvé mes outils pour désamorcer cette résistance des fois initiale qui est voilà, mais qu'est-ce qu'on fait, mais ça sert à quoi, voilà. Donc moi je sais que je commence mes interventions voilà, en disant je vais pas faire de vous des acteurs oscarisés, c'est pas ce qui vous est demandé, et puis je débrieferai, faites-moi confiance sur le fait que si je vous propose un exercice aussi ludique, aussi ridicule puisse-t-il vous paraître, si je vous le propose, c'est parce que je sais que derrière, il vient mettre au travail des choses. Donc, de temps en temps, voilà, souvent, je ferai un retour en disant, voilà, j'imagine que là, vous avez senti que ça a mis au travail ça, ça, ça ou ça. Et puis, des fois, ça me paraîtra peut-être tellement évident que je passerai à autre chose. Mais si vous dites, non, bah là, j'ai pas compris, ça sert à quoi d'avoir fait ça? T'es juste ridicule ou je sais pas, enfin bon, bref. Surtout, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, on en discutera, etc., etc. Et depuis que je fais ça, je dois dire que je n'ai plus eu de personnes qui se disaient voilà, non mais c'est les gamins qui font ça, je comprends pas. Mais on en a toujours quand même un petit peu qui au début sont comme ça. Ouais. Et puis ensuite, voilà, ils voient aussi, quand bien même, moi je suis presque sûre je sais pas, peut-être pas à chaque formation, mais peut-être une formation sur deux, je viens désamorcer ça. Bon, je joue le jeu. Ça se trouve, il y en a qui n'auront quand même rien compris entre le lien entre l'impro appliqué et ce pourquoi je venais les former. Après, donc certains, ce sera avec le temps, ça va cheminer. Et d'autres, peut-être, ça se trouve, jamais, jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec le fait de venir désamorcer, eh ben, je suis sûre qu'ils se seront dit, bah, au moins, on aura passé un bon moment. Et c'était pas une formation avec un PowerPoint hyper descendant où on était derrière le bureau pendant 2 heures à s'ennuyer. Voilà. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, ils sont toujours satisfaits de là ou des journées qu'on passe ensemble. Même si moi, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas dans la toute-puissance de me dire que forcément, je serais parvenue à les sensibiliser à ce pourquoi je suis venue, si je l'espère. Et souvent, les retours sont quand même de cet ordre-là, parce qu'en tant qu'organisme agréé, on doit faire des appréciations finales voilà, et on n'a jamais eu, alors cette journée-là, on n'a rien compris, ça ne servait à rien, etc. Mais voilà, je fais mon maximum en tout cas pour. C'est ça. Puis, ça arrive. La démarche aussi que je partage également, c'est de pas proposer une recette, mais proposer des pistes de réflexion sur lesquelles ils peuvent ensuite travailler et développer leur propre mécanisme. Ah mais tout à fait. Lorsque j'interviens pour justement comment désamorcer une situation de tension, une situation de violence, etc., une des choses que je dois leur répéter au moins 5 ou 6 fois sur la journée, c'est attention, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Il n'existe pas de solution clé en main qui fait que quelqu'un avec une barre en fer prêt à vous éclater la tête, si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vous garantis à 100% que cette personne ne vous explosera pas le crâne. Non, jamais je ne m'avancerai à dire une telle chose. Donc, je leur dis juste, voilà, ce sont des pistes, ce sont des outils comme ça que vous avez dans votre tiroir que vous pouvez tenter de ci, de là. Et puis, peut-être que parce que vous avez été toute l'équipe sensibilisée à ça, eh ben, vous vous rendrez compte qu'avec le petit Nicolas là, qui a tendance à piquer sa crise au moment du goûter, je sais pas, chaque mercredi du mois, etc. Parce que sa mère doit venir puis qu'elle vient pas. Et en fait, on a constaté que chaque mercredi du mois, il pique sa crise. Et ben, moi, j'ai essayé tel outil, ça n'a pas forcément fonctionné. Par contre, moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Donc après, ils peuvent comme ça se transmettre des billes aussi, quoi. Mais jamais, bien sûr, nous sommes des personnes qui venons donner des solutions. Mais jamais, jamais de la vie. Faut dire ça. Ouh là là. Danger.
Et je te dirais, c'est pareil même pour la pratique du jeu en tant que tel, même sur l'impro, Ah oui. en tant que coach, on n'a pas, faut accepter qu'on n'a pas la science infuse. Et encore une fois, être là pour transmettre nos expériences et voir, voir ce que eux intègrent et comment eux les interprètent à leur façon et laisser libre cours à leur développement. Ah C'est oui, la oui. beauté c'est très Ouais, cool. ouais. Même dans nos retours, hein, faut jamais dire c'est bien, c'est pas bien. Là, tu t'es planté. Enfin voilà, ça, je pense qu'on est tous les coachs et toutes les personnes qui pratiquent l'impro peuvent dire qu'il n'y a pas d'échec. Voilà, justement, on vient dédramatiser l'échec. Quoi. Il y a pas d'échec en impro. Il y a des tentatives qui sont des fois un peu compliquées à, à remettre dans le droit chemin de la construction d'histoire. Néanmoins, de n'importe quel imprévu, de n'importe quel caillou sur notre chemin, on arrive à en faire quelque chose de génial. Donc on vient justement dédramatiser comme ça cette vision qu'on a, parce qu'à l'école, c'est comme ça, un problème a une solution, il faut répondre telle chose à telle question. Ben voilà, et ben en impro, non, voilà, tout est possible et l'échec, voilà, je le redis, l'échec n'existe pas. Tant mieux. Et je suis bien d'accord avec ça. Et presque une philosophie de vie qu'on peut appliquer dans la vie tous les jours et ça fait beaucoup de bien. On est tous passés par là en tant qu'improvisateur. En commençant à jouer, on se rend compte que ça a un effet sur nous-mêmes. Donc, on le conseille à plein de monde. Et justement, alors moi, il se trouve qu'à la team, j'ai beaucoup d'enseignants. Vraiment, sans mentir, je pense que plus de la moitié des improvisateurs de la team sont des profs. Que ce soit en BTS, en collège, français, musique, tout à l'heure on a évoqué, enfin voilà. Et ce sont, pour ma part, dans mon expérience, justement, les élèves chez qui c'est le plus difficile de transmettre cette notion-là que tu ne peux pas te planter. Voilà. L'exercice est là pour être exploré, expérimenté. La consigne est là pour t'offrir un cadre, mais tu peux en sortir et c'est pas grave. Et souvent, ce sont ces élèves-là qui me disent ouais, mais là, ils sont les plus durs envers eux-mêmes, quoi. Ils sont là, j'ai pas compris, ou j'ai mal fait, ou je sais que je peux faire mieux. Enfin voilà, et qui sont vraiment les plus difficiles envers eux-mêmes, et auprès de qui je dois constamment dire mais c'était super. Alors oui, effectivement, la consigne incitait à plutôt aller vers une telle construction d'histoire ou tel mécanisme. Mais c'était quand même génial ce que tu as fait. Alors peut-être que tu es passé peut-être un petit peu à côté de la consigne, mais c'est pas grave, tu vas le refaire et la prochaine fois, tu pourras explorer la consigne un petit peu plus peut-être dans sa forme initiale. Mais c'était génial, t'as pas fait un truc pourri. Non, voilà. Puis tu as fait quelque chose, tu as osé, ben oui. T'as osé faire le pas. Et donc, le profil des enseignants, peut-être je vais me mettre plein de gens qui vont me tomber sur le dos et tout, mais je pense que bah oui, mais c'est logique, ils sont un petit peu formatés à cette façon d'apprendre aussi, justement. Qui sont, voilà, telle question, telle réponse, voilà, et c'est comme ça, c'est des mécanismes à, à déconstruire, en fait. Et je suis très d'accord là-dessus. Puis même à l'université, moi, quand je fais ce qu'ils appellent le bac ici, qui est l'équivalent de la licence, j'avais un cours qui sortait un petit peu de l'ordinaire avec une prof justement qui était plus artiste. Et il y avait beaucoup d'élèves qui détestaient sa façon d'enseigner parce que justement, ils voulaient avoir la bonne réponse. Et alors que c'était plus une question d'expression qui permettait le processus importait plus que le résultat. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que l'enseignement pourrait utiliser. Mais qui sait, encore une fois, on est dans une tendance actuelle qui permettrait peut-être d'aller vers ces eaux-là. Donc, espérons, effectivement. Il y en aurait bien des choses à dire sur l'éducation nationale, en l'occurrence en France. Mais bon, on ne va pas refaire. Nous ne sommes pas politiciens. En tout cas, ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. On a abordé plein de sujets super pertinents. Puis je suis très content d'avoir pu remettre les mots sur des choses qu'on intègre inconsciemment et que ça fait toujours du bien de se remettre des notions dessus. Alors merci beaucoup Cindy pour ton partage. J'espère que merci à toi. Franchement, bon c'était top. Merci beaucoup Armand. C'était vraiment beau. Voilà, j'adore partager. De toute façon, l'impro c'est ça, c'est du partage, du partage. Exactement. Donc d'ailleurs, voilà, moi j'invite n'importe quel comédien qui vient du monde entier. Si vous faites un passage en Guadeloupe, vraiment, contactez-moi par mon Facebook Cindy Richard. Je vous accueillerai avec beaucoup de bonheur.
vous pourrez venir assister et participer forcément aux ateliers, peut-être au spectacle en tant que guest. Voilà, donc vraiment faites-moi signe si vous venez en vacances ou en séjour en Guadeloupe. Ah bah c'est bien noté pour notre part en tout cas. Puis l'invitation marche aussi dans l'autre sens si jamais vous voulez venir à Montréal, peut-être pas en hiver là, parce que ça risque d'être un petit peu rude, mais pour vous, mais la porte est ouverte en tout cas. Et ben je te souhaite une très belle après-midi. Puis merci encore beaucoup. On se revoit très bientôt sur Internet ou dans la vie. Salut à tous. Merci Armand. Ciao. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et les autres plateformes d'écoute dédiées. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.